Monsieur Le Serre, bonjour. Bonjour. Alors, première question, quel bilan tirez-vous des 6 années qui viennent s'écouler sous le mandat de Martine Aubry? J'en tire un bilan contrasté. J'estime qu'il y a 2 échecs, mais c'est 2 échecs importants, qui concernent notamment l'emploi. Lille est une métropole dont le taux de chômage est de 20%, taux de chômage de catégorie A, ce qui explique la fracture sociale, ce qui explique des abstentions colossales aux élections. Dernières élections, par exemple, 44% de participation municipale au 2e tour, ce qui explique l'économie parallèle et en partie la violence et la délinquance. Et le 2e échec, c'est effectivement sur la sécurité, où on a des statistiques sur le taux d'insécurité sur la grande métropole, puisqu'il y a une espèce d'omerta sur l'île. Sur l'île, les chiffres ne sont pas communiqués, ou du moins ils ne sont pas communiqués à d'autres que Madame le maire, mais sur la métropole, ils sont calamiteux, d'où les propositions pour, dans un premier temps, ramener la sécurité, avant que d'autres politiques éducatives permettent effectivement de rendre la vie plus citoyenne. Par exemple, sur l'emploi, quelles sont vos propositions? Parce que, par exemple, vous avez critiqué l'initiative Eurotechnologie, car l'emploi était trop qualifié peut-être pour la métropole. Que proposez-vous? Oui, alors j'ai pas vraiment critiqué, j'ai simplement constaté en allant dans les quartiers que les jeunes des quartiers me disent « mais c'est pas pour nous monsieur, les emplois d'Eurotechnologie, les emplois d'Eurasanté, les emplois de Ralil ». Donc je suis très heureux qu'il y ait eu cet effort sur des emplois qu'on qualifiera de haut de gamme, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui une grande majorité des jeunes des quartiers, ils sont sur un niveau de formation moyen, c'est-à-dire qu'ils sont à Bac+2 au mieux, à Bac pour beaucoup, et à Bac-2 pour le plus grand nombre. Donc il faudrait effectivement d'abord se décarcasser pour faire venir des entreprises qui puissent effectivement offrir des emplois qui soient en cohérence avec leur niveau de formation. Je regarde par exemple ce qui s'est fait à Valenciennes avec Toyota à l'époque de Borloo, ce qui se fait aujourd'hui à Douai avec notamment Amazon et puis tout le secteur de la logistique. Vous savez, la seule entreprise Amazon, ce sera 2500 emplois en 2015. Donc ça nous est absolument indispensable. Et à côté de cela, je propose de développer l'apprentissage, notamment dans les services municipaux des grandes villes, Lille, Roubaix, Tourcoing, de la métropole, non pas pour conserver des emplois de fonctionnaires territoriaux, mais pour que 2 ans plus tard, des jeunes s'installent comme plombiers, comme chauffagistes, comme couvreurs, comme horticulteurs ou que sais-je encore. Passons à la culture. Un des projets phares de Martine Aubry fut Lille 3000. Qu'avez-vous pensé de cette initiative et est-ce que pour vous la culture sera aussi importante que lors de la précédente mandature? Ça dépend ce qu'on appelle culture. Lille 3000, pour moi, c'est plus du marketing territorial que de la culture. Autrement dit, ça consiste plus à faire venir effectivement des gens sur l'île, à améliorer l'attractivité de l'île, et ça c'est plutôt un bien, mais en achetant à prix fort des spectacles qui ont réussi à Tokyo, à New York, à Shanghai ou ailleurs. Je pense également que nous n'avons plus les moyens financiers aujourd'hui de continuer ce type de politique qui a quand même coûté à la ville et à la communauté plus de 20 millions d'euros en 4 ans. Donc je crois que la culture doit d'abord être enseignée dans les écoles. Je suis pour mettre des crédits supplémentaires dans les écoles pour l'apprentissage fondamental de la musique, du spectacle, des arts vivants. Et bien sûr, on n'aura plus effectivement les mêmes moyens pour des opérations de marketing qui devront, à mon sens, être financées beaucoup plus par le mécénat. La culture, pour moi, elle doit repartir du marketing territorial dans l'éducation. Pour vous, c'était un projet un peu démesuré par rapport au budget de la ville. Je n'ai pas, un raisonnement qui soit un raisonnement aussi cassant. Je crois que ce qui était possible financièrement il y a quelques années ne l'est plus aujourd'hui. Vous savez, on a beaucoup critiqué Nicolas Sarkozy parce qu'il avait gelé les dotations aux collectivités. La gauche les a dégelées, mais dans le mauvais sens. C'est à moins 1,5 milliard en 2014, moins 3 milliards en 2015 et certainement beaucoup plus en 2016. Mais c'est pas parce que M. Hollande veut sanctionner qui que ce soit, c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement. Et cette crise n'est pas une crise, c'est une métamorphose. L'argent public sera de plus en plus difficile à trouver, il y aura des choix à faire, et je crois que Lille 3000 fera partie des choix qu'on ne pourra plus assumer. Et le budget de la ville, la dette de la ville a beaucoup augmenté entre 2008 et 2012. Alors comment voulez-vous faire pour réduire cette dette? Et est-ce que vous pensez qu'une crise d'austérité dans les budgets de la ville pourrait mettre à mal vos projets pour la ville?
Si vous voulez, il faudra effectivement faire ce qu'il est possible de faire. Il y a des projets qui ne sont pas discutables, qui ne sont pas négociables. Je pense par exemple que d'avoir une piscine, un centre nautique de qualité pour une métropole européenne, c'est absolument indispensable. Or, quand on voit l'état de Max Dormois, on ne peut pas continuer comme ça. Il faudra effectivement donc ce projet-là le réaliser, rénover ou reconstruire Max Dormois, avec en outre des espaces pour les sports nautiques et les jeux nautiques. Ça, c'est absolument indispensable. Pour le reste, effectivement, on ne peut pas doubler l'endettement d'une ville à chaque mandat. Madame Aubry a doublé l'endettement de la ville sur le mandat. Aujourd'hui, le ratio de désendettement, qui est le critère essentiel de la santé d'une ville, il avoisine les 12 ans, ce qui est, nous sommes dernier de classe avec Marseille, ce qui veut dire que si on continue comme ça, on ne va pas échapper au contrôle de l'État sur les budgets communaux. Donc, bien sûr, il faudra effectivement réaliser des économies. Je pense que la première des économies à faire, c'est sur la masse salariale de la ville. Vous savez, moi j'ai proposé qu'en fin de mandat, pas tout de suite, parce que ce sont des fonctionnaires, on ne peut effectivement intervenir qu'au fur et à mesure où ils partent en retraite, mais si on perdait sur les 6 ans 20% du personnel de la ville, on reviendrait au niveau de personnel en 2008. Je ne pense pas qu'en 2008, on était effectivement dans une situation absolument apocalyptique. Ça nous permettrait de récupérer plus de 120 millions d'euros que l'on pourrait utiliser pour embaucher de la police municipale, pour faire de la vidéoprotection et pour stabiliser ou si possible diminuer la pression fiscale. Et sur la sécurité, donc vous voulez embaucher des policiers municipaux, est-ce que vous voulez leur donner des moyens supplémentaires? Et en matière de vidéoprotection, est-ce que par exemple M. Estrosi à Nice a développé fortement la vidéoprotection? Est-ce que c'est un modèle pour vous? Alors M. Estrosi n'est pas un modèle, surtout en ce qui me concerne, mais sur la sécurité dans la ville, il faut reconnaître qu'il a obtenu des résultats qui sont des résultats extrêmement performants. Donc je propose de doubler la police municipale. Vous savez qu'aujourd'hui il y a 97 policiers municipaux, je propose de passer à 200, de financer cela par une diminution des autres effectifs d'ailleurs, et surtout je propose que la conception de la police soit une conception de sécurité. La police de Madame Aubry l'a qualifiée elle-même de police du stationnement, ce qui dit bien ce que ça veut dire. Une police de sécurité, ça veut dire qu'elle ne travaille pas de 8h à midi et de 2h à 6h aux heures où il ne se passe rien. Elle travaille le soir et une partie de la nuit. Ça veut dire qu'elle est armée. Moi, j'ai été maire d'une autre commune. À l'époque, j'avais armé ma police et je n'ai eu qu'à m'en louer. Qu'elle peut s'appuyer sur de la vidéoprotection. Il n'y a pas de vidéoprotection à Lille, si ce n'est celle de Transpol, mais il n'y a pas de vidéoprotection dans l'espace public. Or, dans toutes mes rencontres en porte-à-porte ou sur les marchés, les gens me réclament davantage de sécurité. Je crois que c'est un point qui n'est pas négociable et que dans les grands choix, à côté de l'éducation, il y aura effectivement la sécurité des Lilloises et des Lillois. Et par exemple en transport, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que par exemple l'extension de la ligne 1 vous a semblé un bon projet? Est-ce que c'était quelque chose à mettre en avant tout de suite? C'est pas vraiment l'extension de la ligne 1 qu'il pratique, c'est le doublement des rames. C'est pas exactement la même chose. Vous savez, lorsque j'étais étudiant, bien sûr ça remonte à quelques années, Lille construisait son métro. Et à l'époque, le métro faisait de nous une métropole tout à fait exemplaire en termes de transport en commun. Depuis, c'est pas passé grand-chose. Depuis, on a le tramway le plus brinque-ballant qui existe effectivement en France. Allez voir à Bordeaux ou beaucoup plus près à Valenciennes, et vous allez effectivement choisir d'échanger immédiatement notre tramway contre le leur. On a toujours nos 2 malheureuses lignes de métro. Nous n'avons toujours pas réalisé une sorte de RER autour de Lille ou venant du bassin minier. Lorsque M. Percheron en fait la proposition, qui me paraît une proposition très intelligente, de ce RER bassin minier Lille en passant par les quais, en desservant l'aéroport, ça n'intéresse pas Madame Aubry. Il y a en outre des problèmes de désagréments dans les relations entre l'un et l'autre qui sont de notoriété publique. Je crois qu'on n'a plus non plus les moyens d'avoir des querelles de personnes à ce niveau-là. Moi, je suis prêt à travailler avec Daniel Percheron, je suis prêt à travailler avec Patrick Caner, sans l'ombre d'un a priori. Il y a actuellement une alerte sur la pic de pollution. Est-ce que vous pensez que la mairie a agi suffisamment vite? Est-ce que des mesures ont été prises et comment auriez-vous fait pour limiter ce pic de pollution? Le drame, il date d'il y a plus de 10 ans. Le drame, c'est que depuis maintenant 15 années, les roses sont en quelque sorte prisonniers des verts. Je n'ai rien contre les verts, il y a des propositions intéressantes qu'ils font. Mais sur ce point, les verts ont fait campagne et ont convaincu effectivement les socialistes, surtout de ne pas créer de voirie significative permettant de désengorger la métropole lilloise. La métropole lilloise est aujourd'hui en situation de thrombose. Le contournement de Lille,
l'île est absolument indispensable. Il faut que les gens qui ne passent pas sur l'île ne viennent pas effectivement dans le centre de l'île. Aujourd'hui, c'est tous les jours, si vous voulez, l'autoroute A25 vers Dunkerque, la 23 vers Valenciennes, la 1 vers Paris, qu'elle se trouve dans une situation d'embouteillement, avec une perte de temps, avec un stress et avec une pollution. Le véritable facteur de pollution, c'est ça. Or, le drame, c'est que lorsqu'on décidera une infrastructure significative qui permettra de régler ce problème, il faudra au moins 10 ans pour la réaliser. Donc je pense que c'est là-dessus que la gauche au pouvoir est largement responsable de n'avoir pas su dire aux Verts « il y a beaucoup de vos idées qui sont bonnes et que l'on prend, mais là, il est indispensable effectivement d'avoir des infrastructures significatives et de les réaliser ». Comme par exemple la fermeture de la Grand Place à la circulation automobile, pour vous c'est une utopie? Je crois surtout que c'est du gadget. Et je pense également que les commerçants que j'ai vus sont radicalement contre et que lorsque ça a été tenté, ça a eu un effet tout à fait calamiteux sur leur commerce. Or, le commerce lillois, il a suffisamment de problèmes comme ça. Et le commerce lillois, c'est un des facteurs d'attractivité de l'île capitale des Flandres. Et si on veut que l'île reste la capitale des Flandres, non seulement pour les Lillois, mais pour la métropole et pour nos amis belges, il ne faut pas donner un coup supplémentaire au commerce. On parle assez peu de la population étudiante à Lille, car c'est une ville très étudiante. Est-ce que vous avez des propositions en ce sens ? Oui, j'étais surpris de voir à quel point, effectivement, les étudiants ne sont pas une préoccupation fondamentale de la mairie, peut-être parce qu'ils ne votent pas à Lille, pour une grande part d'entre eux. J'ai effectivement un certain nombre de propositions. Moi, j'étais du moins universitaire à Lille 2. J'ai eu l'occasion de discuter avec le président de Lille 2, de voir avec lui le problème, par exemple, des terrains de sport, des équipements sportifs qui sont actuellement propriété de l'université de Lille 2, et que la ville n'a pas laissé, effectivement, très largement à la disposition des étudiants, au point qu'il y a aujourd'hui un conflit entre la présidence de Lille 2 et la mairie de Lille. Tout ça, ça n'a pas de sens, tout ça devait être géré bien en amont. Les étudiants que je rencontre, ils sont également inquiets sur l'augmentation des locations pour qu'ils puissent effectivement se loger et se loger convenablement. Ils sont inquiets sur la sécurité, notamment dans les secteurs de la fête. On ne peut pas reprocher aux étudiants de faire la fête, mais la fête ne doit pas se transformer en tragédie. Il y a là-dessus effectivement toute une série de mesures à prendre. La vidéoprotection pour la sécurité, elle y contribuera largement. On assiste aujourd'hui à une multiplication des affaires. On parle par exemple de l'affaire Cahuzac, l'affaire Big Malion pour l'UMP, ou les écoutes avec Patrick Buisson. Est-ce que pour vous ça a un impact sur la vie politique à Lille, ou est-ce que ou pas du tout ? Je pense effectivement qu'il y a un risque que cela ait un impact à tout le moins sur le score des formations républicaines et démocratiques. Alors il faudrait peut-être qu'on rappelle de temps en temps effectivement que les seules personnalités politiques poursuivies aujourd'hui et condamnées sont des personnalités du FN. Mais ça, nul ne se charge de le dire. Ceci dit, je regrette amèrement ce qui a pu se passer aussi bien dans l'affaire Cahuzac que dans l'affaire Buisson. Vous savez, moi, je suis sénateur. J'ai exprimé depuis toujours ma méfiance à l'égard de Buisson et mon incompréhension sur le rôle qu'il avait pris. Ça m'avait d'ailleurs coûté à l'époque mon investiture aux élections sénatoriales, mais ça ne m'a pas empêché d'être réélu. Et dernière question, Lille est quand même un bastion de la gauche. Est-ce que selon vous, est-ce que la ville a une chance de passer à droite un jour ? Vous savez, il y a quelques années, lorsque Jacques Chirac faisait le Grand Chelem à Paris, Paris était un bastion de la droite. Vous avez vu la suite. Donc, il n'y a pas de fatalité. Je crois que la décision, elle sera toujours prise par les Lilloises et les Lillois. Vous avez une ville qui est une ville sous influence, puisque aujourd'hui, effectivement, les gens ont peur de déclarer qu'ils pourraient éventuellement s'allier à l'UMP, à l'UDI, au MoDem, pour remettre en cause le leadership d'un parti socialiste dominateur depuis plus de 60 ans. Mais je pense que la démocratie, elle a besoin d'alternance. L'alternance, eh bien, nous, on est là pour la provoquer lorsque les gens voteront pour nous. Nous sommes des républicains. Donc, on fera tout pour qu'ils votent massivement pour nous dès le 23 et le 30. Mais on est prêt à affronter sur la durée le fait de proposer une opposition innovante, alternative sur l'île, d'être présent dans les manifestations, d'être présent dans les associations, d'être présent sur les marchés et au contact des habitants, parce que l'île n'a pas vocation à être de gauche pour le restant de ses jours. On avait fait basculer le département de 92 à 98, j'en étais, si je peux m'exprimer ainsi, et il y a bien des réformes qui ont été mises en place sur ces 6 ans qui sont toujours en vigueur aujourd'hui. Donc nos successeurs de gauche les ont maintenues, preuve que c'était des bonnes réformes. Et je pense qu'à Lille, il y a des bonnes réformes, même si nous avions 6 ans d'alternance qui resteraient également en vigueur après.
Merci à vous.